Bonjour à tous. Donc, nous sommes en compagnie de Guillaume, l'instigateur de cette rencontre. Nous pourrions être à Athènes et nous sommes chacun chez nous, ensemble malgré tout, alors que les œuvres sont réunies à Athènes et que personne ne les voit. Ce Covid, quelque part, pose la question de l'exhibition, de l'exposition, de la création et de ces 2 mois de confinement pendant lesquels les artistes, finalement, ont fait autre chose. Dans quel réseau s'installent-ils? Comment sont-ils financés? Comment sont-ils exposés? Et le collectionneur, que fait-il? Et le galeriste et le médiateur, quel rôle ont chacun? C'est un petit peu les choses que l'on va évoquer pendant cette rencontre. Ce besoin de nous faire nous rencontrer malgré tout, Guillaume, c'est venu comment? C'est une habitude à Athènes, je crois, quand même, de créer le débat. Donc, au niveau de la foire plateforme, Platforms Project d'Athènes, effectivement, à chaque année, on a ce qu'on appelle les talks, donc les débats. Et comme cette année, nous sommes en foire en ligne, Artemis Potamianou, la directrice de la foire, m'a proposé d'organiser un panel. Et donc, avec le Bureau d'art et de recherche, nous avons lancé cette idée d'organiser ce débat pour alimenter ces objets de rencontre et dynamiser la foire. Pendant 2 mois de confinement, qu'est-ce que tu as fait toi en tant que créateur? Donc, moi, en tant que créateur, premièrement, j'ai pris du recul sur qu'est-ce que je faisais, où j'en étais dans ma recherche. Au début du confinement, le temps s'est un peu dilaté. J'avais le temps pour faire certaines choses. Parallèlement, j'enseignais aussi les cours à l'École des beaux-arts de Tourcoing-Dunkerque. Et au niveau de la création, de mon côté, j'étais plutôt sur ordinateur à travailler de la modélisation 3D, faire des recherches. Donc, peu en atelier physique et assez peu dans le dessin manuel. Déjà, peut-être dans une manière de travailler en réseau et en fil. Clark Glauert, vous avez eu un vernissage tout début mars et le lendemain, l'exposition a été fermée. Donc, quelque part, vous êtes complètement victime. L'exposition n'a pas eu lieu parce qu'elle n'a pas été vue. Comment on attrape comme ça une information pareille, Clara? Donc, au début, bien sûr, c'est un peu dommage si on travaille beaucoup sur une exposition qui finalement est confinée comme nous tous. Et de l'autre côté, comme disait Guillaume, tout est suspendu à ce moment-là. Donc, c'était un peu comme si le temps s'était arrêté. Et j'ai eu la chance finalement de voir que l'exposition était prolongée, juste le temps après le confinement. Elle va quand même avoir sa durée habituelle une fois que le musée va rouvrir à nouveau. Au niveau des dépenses par rapport à Athènes, vous avez aussi des œuvres exposées à Athènes. Donc, physiquement, pas cette année. Donc, avec le Bureau d'art et de recherche, c'est la 3e fois que nous y allons. Et chaque année, donc, on déplace les œuvres. Sauf que cette année, la foire est en ligne et ça va être par le biais du lien qui va être actif à partir du 14 mai jusqu'au 31 mai que les visiteurs vont pouvoir regarder notre stand. Par ailleurs, celui de l'association sans titre de l'École des beaux-arts de Tourcoing, lequel nous sommes mentors pour les accompagner professionnellement dans une démarche à l'international. Éric Rigolo, à la tête du bar, en coopération avec Guillaume, cette exposition, quelque part en ligne, elle abolit complètement les frontières, là. Elle abolit Totalement. Là, c'est le grand espace. Donc, il fallait trouver solution et on continue à accompagner Guillaume dans ses initiatives, je dirais. Voilà, il faut se réinventer, trouver d'autres solutions, une manière d'accompagner les artistes et que le projet prenne un peu d'ampleur, je dirais. Hein, là, on est tous réunis, mais de manière virtuelle. Mais voilà, c'est plus important, c'est de garder le contact et d'être dans l'échange quand même. Alors, être dans l'échange, exposer, créer, pour être vu. Il y a quand même le regard du collectionneur, le regard du visiteur, le regard de l'artiste complice. Est-ce qu'il a lieu, ce regard-là? À partir de demain, nous, on réouvre. Ça, c'est… Oui, physiquement, avec l'exposition,
qu'on avait démarré début mars. C'est dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Confucius de l'Artois, avec un illustrateur peintre chinois. Et donc là, on va donner quand même du temps à cette exposition, hein, parce qu'elle a pu être vue que pendant 15 jours. Donc là, on va poursuivre. Et bon, les grandes déceptions d'annulation d'exposition. Et là, pour la fin de la saison, on est en train de réfléchir à trouver une formule pour créer de nouveau de la rencontre en petit comité, voilà, pour retrouver du plaisir, parce que je pense que l'art, c'est des rencontres avec des artistes, des œuvres et des publics, et c'est le minimum. Moi, derrière le Black Mirror, je sens rien. Je dirais c'est pire qu'une revue. Hein. J'ai rien dans les mains. J'ai une image, mais j'ai pas de matière, j'ai pas de format. Mon corps disparaît un peu, je dirais. Et je pense que la question de la corporalité est aussi importante que celle de l'intellect. David Ritzinger, à la tête de La Belle Époque, une galerie, un éditeur, un collectionneur. Vous me disiez, un passionné ne s'arrêtera jamais. Je n'ai jamais arrêté et je n'ai jamais autant produit pendant le confinement. Est-ce que finalement, la création, on est confiné quand on crée, et la diffusion, elle doit s'inventer autrement? Effectivement, moi, je me sens pas du tout partie d'une communauté. C'est-à-dire que quand on parle de monde de l'art, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Moi, je sais qu'il y a les gens qui me font avancer, les gens avec qui j'ai envie de travailler, qu'ils soient artistes connus, reconnus, inconnus, jeunes, anciens, ça ne me dérange pas trop. Le tout, c'est de pouvoir continuer à échanger. Et je dois avouer que moi, le confinement, quand on m'annonce 2 semaines de confinement, je me suis dit, chouette, 2 semaines d'atelier, je vais pouvoir travailler. Et mon premier réflexe, ça a été de proposer à des artistes qui sont malheureusement un petit peu trop en galère dans la vie quotidienne et dans le commerce de leurs œuvres, en me disant, je vais d'abord favoriser ces gens et je vais produire des éditions qui vont leur permettre d'exister d'une part sur les réseaux sociaux, en proposant les images et en faisant vivre leur travail à travers des sérigraphies, des éditions, des livres. Et au bout de 2 semaines, j'avais produit quand même énormément de choses par rapport à ce que je produis ordinairement. Et ça a surtout été une façon pour moi de rentrer pleinement dans une production où le fait d'avoir à gérer une galerie et une deuxième galerie en permanence m'empêche de me concentrer entièrement sur le travail d'atelier. Et là, j'en ai vraiment la question du visiteur, la question du regardeur, la question du collectionneur. Bizarrement, avec 10 ans d'expérience de la galerie, on peut dire que notre public est vraiment suiveur. C'est-à-dire que c'est eux qui vont chercher l'information. Je n'ai pas tellement à m'obliger à envoyer l'information vers le public. C'est vraiment le public lui-même. Et moi, je dois avouer que le confinement n'a absolument rien changé sur notre façon de vendre, voire un petit peu l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui, ayant du temps, ont pris le temps d'aller chercher eux-mêmes sur les réseaux, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux, pour aller voir ce qu'on peut produire, les artistes qu'ils aiment, et d'avoir des commandes qui tombent. Et c'est aussi l'avantage de créer un stock avec des éditions, c'est qu'au bout d'un moment, ce stock, il est tout le temps réactivé par les gens qui sont intéressés eux-mêmes. Et on n'a pas tellement cherché. Vas-y. Non. Comment se faire connaître? Comment se faire repérer dans le nombre d'informations qui passent sur les réseaux? Et comment être repéré? Comment cette réunion aujourd'hui peut être vue, peut valoriser les artistes qui seront exposés, etc. Je ne sais pas, en fait. Moi, je dirais que c'est le temps qui donne raison aux choses. C'est-à-dire que je pense que plus on travaille dans le temps, plus on a des gens qui sont affiliés à ce qu'on fait, des gens qui ont envie de soutenir. Là, par exemple, on a profité du confinement. Alors, c'était un peu risqué, mais on a sorti notre premier 45 tours, qui est un 45 tours d'artistes. Et on s'est dit au début du confinement, il y avait 0 réponse, personne s'engageait pour le cofinancement du projet. Et finalement, ça a explosé et tout marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on a reçu un très bel écho. Et personnellement, je pense que les gens ont eu du temps pour s'intéresser à des choses un peu différentes. Et un peu méchamment, j'ai envie de dire que la fin de confinement, les gens ont cherché à renouveler leur déco, ce qui ne me concerne en rien, mais ça a quand même des avantages. Régis Perret, oui. 9 expositions annulées ou reportées. Ouais. Alors, si elles sont annulées, c'est dur. Si elles sont reportées,
ça va bousculer peut-être l'agenda dans la foulée. Comment Ouais. on prend de plein fouet, à la fois affectivement et après financièrement, parce qu'il y a des frais qui ont été annoncés, il y a des subventions qui n'ont peut-être pas été données ou données en partie. Il y a la question Hein. de l'argent, il y a la question des dépenses, il y a la question de Mm. l'économie. Bah, l'annulation, enfin, heureusement, ces 9 expos, donc 5 collectives et 4 personnels, sont reportés. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et j'ai eu la bonne surprise de voir des grosses structures comme par exemple le Musée des Beaux-Arts de Roanne, où le maire, donc on était le 15 mars, a été réélu au premier tour. Et une de ses premières décisions, un maire de droite, je tiens à préciser, parce que pour que ça soit clair, la première de ces décisions, ça a été que tous les acteurs culturels, théâtre, animation, cinéma, artistes, qui avaient signé un contrat avant avec la ville, soient payés aux 3/4 de leurs honoraires, quelle que soit la date de report de leur projet. Donc, j'ai eu un premier versement en avril, je vais en avoir un fin mai. J'ai été assez agréablement surpris par cette initiative parce que j'ai trouvé, voilà, sans attendre un discours ministériel ou présidentiel, localement, il y a des gens qui font. L'exemple de David. Et quand ces gens ont des économies, ont un pouvoir et des budgets qui ont été votés, ils le redistribuent. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Et après, on est comme tout le monde. Si on nous dit que l'expo est annulée, eh bien, on subira l'annulation. Et si elle est reportée, bah, c'est juste, comme tu dis, un calage de calendrier dans le temps, c'est tout. On entend beaucoup les intermittents, on parle quasiment pas ou très très peu des plasticiens. Ouais, Il y a une ouais. grande injustice là au niveau de la culture. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Oui, bah, ma compagne est intermittente, elle est chef costumière à l'Opéra de Nancy. Je vois comment elle réagit avec ce statut, ce qui lui permet de se caler entre les périodes de travail et pas de travail. Moi, j'entends parler des intermittents depuis le début de ma carrière. Je me sens, enfin, j'en ai marre d'entendre parler des intermittents parce que je veux bien qu'on soit solidaires les uns des autres, mais ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de solidarité réelle, que nous, on n'a pas de statut, qu'on a beau faire des réunions, des syndicats, contacter les ministères, ça fait 20 ans que rien n'a bougé. Donc, quand j'entends les intermittents, je peux comprendre leur situation, mais la nôtre est beaucoup plus catastrophique. On n'a rien, quoi. Donc, à part une petite sécurité sociale. Donc voilà, je préfère ne pas m'occuper de ce genre de choses et essayer concrètement, là où je suis, là où je vis, localement, avec les différents acteurs avec lesquels on travaille habituellement, faire du concret. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous verser une partie de nos honoraires? Est-ce que déjà, avant la fin du confinement, vous pouvez nous rembourser plus rapidement que c'était prévu dans le contrat les frais engagés pour la production des œuvres? Et toutes et tous, sur les 9 projets, on dit oui. Donc, c'était plutôt une bonne surprise. La solidarité, là, autour de nous, en fait. Si je peux me permettre, je trouve que par rapport à l'intermittence, moi personnellement, je trouve le modèle de l'intermittence est un modèle qui fonctionne dans le cadre d'une industrie culturelle. Oui. Et le terme d'industrie culturelle ne me semble absolument pas convenir au terme des arts plastiques tel qu'on l'a imaginé dans notre imaginaire collectif, où on n'est pas dans une industrie culturelle. En tout cas, rarement les artistes que je peux côtoyer me parlent d'industrie des arts plastiques, alors que le spectacle est devenu une véritable industrie. Et on peut dire que la place de l'argent public dans les structures qui font du spectacle, de la danse, du théâtre et tous les arts vivants est complètement différente de la façon dont on peut travailler dans les arts plastiques. Alors, Béchir, c'est peut-être le seul confiné de tous les intervenants, puisque vous êtes encore au Maroc, là, pour l'instant. Ça a l'air d'être plutôt sympathique. Ce confinement, si on parle de la création et puis on parle de l'économie, comment t'en parles? Moi, en fait, au départ, je suis arrivé ici pour faire une petite exposition. Je suis là depuis le 15 février. Et Ça devait durer combien de temps? l'exposition devait durer 1 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'exposition a été reportée. Donc là, on est en train de travailler pour justement trouver d'autres solutions via Internet, via les mails, essayer de contacter le réseau de la galerie. Cette personne, je ne la connaissais pas, donc j'ai appris à la connaître. On est confinés ensemble, c'est-à-dire que je suis confiné avec le galeriste. Donc c'est assez drôle.
Euh, et en fait, bon, ce confinement, il a eu un impact assez conséquent sur la production des œuvres, puisque au départ, ça devait être assez rapide. Je devais produire une petite exposition en l'espace de 1 mois et demi. Et donc le temps, voilà, prévu. Et donc du coup, il y a eu une réelle influence sur le travail. Et donc toute la production, toutes les œuvres qui étaient censées que je devais présenter lors de l'exposition, en fait, je les ai mis de côté et tout ce que j'ai produit pendant le confinement, c'est ce qui va être présenté pendant l'exposition. Donc voilà, concrètement, c'est ça. Et pareil, un peu comme Régis, j'avais 5 expositions qui ont été soit reportées, soit annulées. 3 expositions perso, 2 foires qui ont été annulées. Donc voilà, on est dans l'attente et en plus de ça, moi les frontières sont bloquées, donc je suis dans la certitude totale. Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais rentrer. En même temps, en même temps, c'est une résidence qui a été financée, sur lequel, si on parle d'aide économique par rapport à cette manière de pouvoir vivre le quotidien, est-ce que c'est blindé, est-ce que c'est apaisé dans votre tête? Ouais, si, je suis relativement apaisé puisque la personne qui m'a accueilli, donc, elle avait engagé tous les frais de production, le logement, les frais de déplacement, donc tout ça c'est encore maintenu, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça dure un peu trop longtemps, je ne sais pas si c'est une jeune galerie, je ne sais pas s'il va pouvoir soutenir. Donc on est vraiment sur le fil, quoi. Et l'exposition virtuelle, dire on est au Maroc, mais c'est comme si on se voyait, on se touchait, alors qu'on ne se voit pas, que la création, elle n'a pas de matière, elle n'a pas de volume. Tout ça. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu, Luc, ça a coupé. Oui, le fait d'être une exposition virtuelle, elle n'a pas la même saveur, j'ai envie de dire, qu'une exposition dans le quotidien. Oui. Ou est-ce que quelque part l'artiste peut créer, changer sa manière de créer peut-être Non, pas du tout. Moi, c'est-à-dire, j'ai continué à travailler comme d'habitude d'une certaine manière, mais oui, effectivement, on est dans le virtuel, donc surtout, enfin, moi je fais de la peinture, il faut être présent, il faut la voir en vrai, il faut pouvoir la toucher, il faut pouvoir, voilà. Donc ouais, effectivement, c'est assez étrange. Là, on a fait appel à des graphistes, on a fait appel à des gens pour faire une expo virtuelle, alors 360 degrés, ce genre de choses. Et puis on envoie des mails et on essaie en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être des petits groupes de personnes qui vont venir visiter l'exposition. 5 personnes, pas plus de 10 apparemment. Moi, au début, je vais être là sur place pour essayer de faire de la médiation, pour essayer de discuter, de rencontrer le public, comme on fait d'habitude, quoi. Après, c'est un peu plus souple, j'ai l'impression, ici au Maroc qu'en France. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, on espère que ça va bien se passer. Mais il y a un engouement en tous les cas. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai été beaucoup contacté via les réseaux sociaux, participer à des espèces des manifestations, les amis des artistes, ce genre de choses. Voilà, les gens sont curieux parce que peut-être ils ont le temps aussi, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ils ont envie de discuter avec les artistes, voilà, donc on échange beaucoup. Donc ça, c'est peut-être le point positif. Nathalie Poinçon-Cogé, présidente du 50 Réseau Nord, 50 degrés Nord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est inventé pendant ces 2 mois de confinement? Est-ce qu'il y a des réseaux qui se sont mis en place par rapport à ce qu'on a entendu des artistes qui témoignent aujourd'hui? Nathalie? Alors, inventé, je ne sais pas, il y avait déjà des choses qui existaient, qui étaient en place, hein, notamment en région Hauts-de-France. On est en train de travailler sur une structuration du secteur. Hein. David évoquait cette question d'industrie culturelle, de filière. Enfin, on est en train de réfléchir un peu sans rentrer justement dans ces schémas de ce type-là, mais en tout cas de réfléchir à une structuration. Et ce qu'on peut dire, c'est que, comme le montrent les témoignages des artistes qu'on a entendus là, la crise est venue se surajouter sur une situation qui était déjà dramatique et critique. Hein, c'est-à-dire que cette situation, comme l'évoquait Régis, hein, de la particularité du statut d'artiste-auteur, d'artiste plasticien
au regard d'autres métiers de la création en France, fait que la crise est venue vraiment montrer cet écueil et cette situation dramatique des artistes-auteurs. Et pas que, hein, c'est vraiment tout un écosystème qui est frappé. Parce qu'autour de ces métiers de la création, hein, qui sont la base, forcément, sans œuvre, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de médiation. Hein, donc, le maillon premier, c'est vraiment la création. Mais derrière, il y a d'autres métiers qui sont frappés de plein fouet, les critiques d'art, les commissaires d'exposition, les métiers de la médiation, qui sont aussi souvent des métiers précaires, enfin voilà, sans statut fixe. Et je pense que ça peut permettre, enfin j'espère vraiment, enfin nous espérons au niveau des professionnels et des artistes qui réfléchissent avec nous que cette crise va pouvoir vraiment nous permettre justement de nous faire entendre collectivement auprès des collectivités publiques et d'agir aussi sur les politiques culturelles. Hier, on a eu une réunion avec des représentants de la région Hauts-de-France hein, qui sont à l'écoute, hein, effectivement, et je pense qu'ils sont sensibles. Et ce que disait Régis, hein, par exemple, il y a une mesure qui a été prise assez rapidement, qui a été celle de maintenir les subventions attribuées aux structures, de manière à ce que ces structures puissent respecter leurs engagements. Donc, c'est toute cette chaîne voilà, de solidarité qu'on évoquait, et de dire, voilà, si on maintient les subventions des structures, bah, ces structures maintiennent leurs engagements vis-à-vis des artistes, même si les expositions n'ont pas lieu ou sont reportées, mais en tout cas, qu'il puisse y avoir un paiement enfin, voilà, auprès des artistes pour qu'ils puissent survivre, hein, parce qu'il s'agit vraiment de survie. Hein. Il y a le CAP qui a fait aussi des alertes auprès le collectif des artistes plasticiens, qui a fait vraiment une alerte auprès du ministère de la Culture pour pointer ces choses-là. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à deux échelles. Il y a le travail à l'échelle à court terme, vraiment dans l'urgence de la crise, et puis un travail aussi à long terme en disant et après, voilà, profitons aussi de ce temps de crise pour travailler à la structuration qui est en cours. Hein. Je pense que voilà, on met du temps et on n'est pas aussi avancé que le spectacle vivant, hein, comme on l'a souligné. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vraiment, j'incite vraiment les artistes hein, qui sont souvent isolés. Le travail d'artiste, c'est un travail d'atelier, comme vous l'avez tous énoncé, un travail très individuel et comment à un moment donné on peut réussir à faire un maillage collectif de manière à se faire entendre collectivement. Je pense que ça, cette dimension-là est primordiale. Éric, puis David, puis peut-être Guillaume, comment vous pouvez réagir un petit peu à ce qui s'est dit, à la synthèse qui a été faite par Nathalie? Ben, en tout cas, de notre côté, au niveau du bar, on a réussi par rapport à par exemple, une demande de subvention. On réfléchissait à comment on pouvait, sur quelle zone géographique on souhaitait poursuivre nos activités. Le COVID-19 arrivant autour de janvier en Chine, on a décidé de laisser nos stratégies de développement dans d'autres secteurs comme l'Amérique du Nord, le Canada et le secteur asiatique en Chine pour se concentrer sur le secteur transfrontalier. Et je pense que ça, c'est une très, très bonne décision. Premièrement, d'une part, parce que remettons-nous dans le contexte ici de ce débat. On est beaucoup de personnes sur le secteur des Hauts-de-France. Notre collègue Régis Perret, qui est sur le secteur de Nantes, mais qui travaille beaucoup en région de France et avec la Belgique, je trouve qu'il est très, très, très important d'activer et de multiplier nos échanges avec les pays limitrophes, notamment avec nos amis belges, autant du côté wallon que du côté flamand. Et c'est vrai que Nathalie évoque la filière, David évoque l'industrie. C'est clair qu'on n'est pas dans une industrie, mais on est clairement dans la filière. Et je pense qu'une filière doit être, pour être en santé, elle doit être économiquement viable, mais aussi sur d'autres aspects de l'ordre de l'artistique, de la diffusion. Très rapidement, un exemple, de mon point de vue, une des villes les plus équilibrées du point de vue des arts visuels contemporains, sans parler des épicentres comme New York, Londres ou Shanghai, c'est la ville de Bâle. La ville de Bâle, c'est une ville qui est très petite, mais qui comprend un grand bassin d'artistes.
beaucoup de structures associatives à but non lucratif, des project space, des artist run space, des galeries privées, des fondations, des musées, une grande foire, et donc des commissaires et des critiques d'art. Et tout ça crée un écosystème qui est très dynamique. Or, je pense que sur le secteur de l'île, étant aussi, on a une place à prendre. Il y a beaucoup d'activités, mais il pourrait y avoir, par exemple, une meilleure cohésion sociale avec la foire d'art contemporain, essayer de trouver des solutions pour rendre l'apport des structures associatives, l'apport des artistes et créer aussi peut-être une meilleure relation avec cette foire pour rendre l'écosystème plus fort, je pense. David, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette réflexion de Guillaume? Et après, on demandera à l'artiste que... comment rentrer dans ces réseaux-là. Comment répondre à ça? Personnellement, rentrer dans les foires d'art contemporain telles qu'elles se déroulent à Lille, c'est absolument pas une ambition pour moi. Premièrement, c'est à Lille et je vois pas tellement d'intérêt pour moi-même de redécouvrir des gens à Lille. Ensuite, il y a l'idée d'industrie culturelle qui, pour moi, est vraiment problématique. C'est-à-dire que partout, là, il y a eu une grande journée sur France Inter autour des questions culturelles pendant le Covid-19 et je ne mets pas toujours de n'entendre jamais ni le mot art, ni le mot poésie. Mais jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment la question de la culture. Moi, personnellement, la culture ne m'intéresse pas trop. C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses culturelles, mais quand on me dit « Ah, bah, tu es quelqu'un de la culture », je dis « Ah non, moi, je suis quelqu'un du monde de l'art. » Et j'ai une culture du monde de l'art. Ma culture est une culture de l'art. L'industrie culturelle, c'est absolument pas mon problème. J'y comprends rien. C'est des choses où on vend des livres de poche qui valent rien et on en vend tellement que ça finit quand même par rapporter de l'argent. C'est énormément de communication. C'est une façon de prendre le pouvoir sur un certain marché. Et toutes ces choses-là ne me concernent en rien. Je pense que le vrai problème dans notre région de France, c'est le manque de lieux. C'est le manque de lieux où, comme au bureau d'art et de recherche ou à la Belle Époque, l'idée, c'est un arrivage permanent, un mouvement permanent, quelque chose qui serait plus de l'ordre de la musique, en tout cas dans ce que j'entends de la musique expérimentale, c'est comment on continue à jouer. Et moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à jouer, d'avoir des partenaires de jeu, d'être pleinement dans quelque chose où je ne regarde pas les œuvres d'art comme une chose complètement fermée en face de moi que j'adule, mais quelque chose dans lequel je vais m'amuser à jouer, de participer, d'apporter quelque chose, d'en reprendre quelque chose en échange et que ça avance tout le temps. C'est-à-dire que chaque nouveau projet me donne envie d'en faire des autres. Et je ne peux pas être plus honnête et je trouve que la question de l'honnêteté est un vrai problème et qu'il faut mettre en avant dans les pratiques artistiques contemporaines. Il faut être honnête avec ce que l'on fait. Et du coup, la notion d'industrie ne peut pas fonctionner. Entrer dans les galeries associatives, entrer dans les réseaux, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est perdre son âme? Est-ce que c'est se vendre avec des guillemets? Est-ce que c'est attendre? Il faut attendre. Comment fait l'artiste? Et la même question peut-être à Régis après. Régis Perret. Béchir. Je pense qu'on essaye de s'en sortir. Voilà. On est dans ce que disait Nathalie, on est dans la précarité, quoi. Donc on essaie de s'en sortir, on essaie de trouver des projets, on essaie d'avancer. Et qui peut accompagner? C'est le bar, le bureau d'arrêt de recherche, c'est la danseuse, c'est 50 degrés nord, d'une autre manière. Oui, je pense que tous les acteurs sont bons à prendre, quoi. Après, il faut faire attention où on met les pieds, avec qui on travaille. Et je pense que ce que disait David, l'honnêteté et la sincérité, je pense que c'est ce qu'il y a de primordial, quoi. Après, on essaie de s'en sortir. Donc, des fois, on peut faire des mauvais choix et des fois, on fait des bonnes rencontres. Donc, c'est vraiment… voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce qu'on est d'un territoire Nord-Pas-de-Calais quand on travaille sur l'île et autour, ou est-ce que finalement, on est de nulle part parce qu'on peut aller en résidence partout dans le monde et il faut se sortir peut-être de cette territorialisation qui peut être enfermante? Oui, moi, je suis pour. Moi, personnellement, je suis vraiment pour ça. J'ai la chance d'avoir des réseaux en Afrique du Nord, en Belgique aussi un petit peu. Et ouais, donc et sur Paris, donc il faut essayer de sortir de la région, ne serait-ce que pour dire qu'on vient de la région déjà. Et voilà quoi. Donc d'essayer de montrer son travail au maximum.
et d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes pour que les choses évoluent et puis que ça ne s'arrête jamais et de toujours travailler, quoi. C'est ça un peu le mot d'ordre. Régis, c'est qui le meilleur ami de l'artiste? C'est qui? C'est le galeriste, c'est le réseau, c'est le complice, c'est le hasard? C'est tous les réseaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Souvent, on dit ah, tu es dans le réseau ou ah, celui-là il est dans le réseau. Depuis le début de ma carrière, j'ai remarqué qu'il n'y a pas un réseau, il y a plein de réseaux différents. Exemple, quand je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Nantes en 97, je suis né à Nantes, c'est ma ville de cœur. Mais ma première exposition personnelle, je l'ai fait à Roubaix, quand Lise Viseux et Ronan Le Régent m'ont invité. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Eric. Ensuite, j'ai fait beaucoup de projets dans le Nord-Pas-de-Calais avec l'Espace Croisé, avec 50 degrés Nord pour une conférence au Frénois, des projets avec différents lieux là-bas. Et je me suis aperçu que sur tous les territoires, si je prends celui des Pays de la Loire, il y a beaucoup de centres d'art. Il y a des grosses manifestations culturelles, il y a les musées, mais en fait, tous ces gens ne se fréquentent pas forcément. Et comme dit David, je pense que tous ces lieux ont intérêt à d'abord s'occuper d'eux-mêmes au départ, se construire, ça prend du temps, valider les budgets avec les régions, les départements, les villes. Et ensuite, nous, les artistes, on voyage, soit parce qu'on va avoir envie d'aller dans un lieu ou parce qu'un lieu va nous inviter. Et la carrière, elle se construit comme ça, c'est-à-dire patiemment. C'est très lent, on construit son réseau, on construit son mailing, le mailing papier. Au départ, quand j'ai commencé ma carrière avec Internet, n'existait pas. Le mailing Internet, et puis ensuite, expérience après expérience, exposition après exposition, on se rend compte qu'il y a plein de réseaux différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la circulation. Ne pas forcément rester que chez soi, mais quand on a la chance de pouvoir voyager, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un exemple qui est meilleur que les autres, il y a plein d'exemples. Et ces exemples-là font la richesse on va dire, de nos réseaux et de toutes les possibilités qu'on a. Alors, Clara Glauert, vous êtes née aux États-Unis, vous avez grandi en France, vous avez vécu dans les Pays de Loire, vous êtes aujourd'hui à Roubaix, vous êtes allemande, à la fois française et vue comme étrangère enseignante. Par rapport à ce que dit Régis, ne pas rester chez soi, voir le monde, voir les gens qui ont des goûts différents, qui ont des regards différents, aller à Athènes éventuellement, enfin, ou y être virtuellement. Enfin, qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les faiblesses de la chose? Est-ce qu'il faut parler 40 langues pour pouvoir se faire comprendre? Quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des escrocs? Est-ce qu'on est perdu noyé dans la masse? Comment par rapport, pour exister, Clara? Eh bien, aujourd'hui, effectivement, je vis ça plutôt comme une grande richesse parce que, effectivement, comme disait Régis, il faut se confronter à d'autres personnes, il faut voyager, il ne faut pas rester toujours dans le même territoire pour que, notamment, ceux qu'on construit, notre univers artistique, ils puissent se confronter à des regards différents parce que c'est ce qui nous fait grandir aussi artistiquement. Donc, au début, étant donné que j'ai jamais vécu quelque part où j'étais vraiment entre guillemets chez moi, je trouvais ça au début bizarre ou même dommage. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, c'est plus une richesse. Et là, je peux bouger et je peux aussi pas bouger. J'ai toujours ce côté, toujours un peu de pas de côté. Donc, même en confinement, ça m'empêche pas de travailler. Nathalie Poisson, on a parlé des associations, on a parlé des réseaux. Les galeries marchandes, celles qui font du commerce, elles sont dans notre débat ou pas? Alors, oui, je pense qu'elles y sont parce qu'elles font partie de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Et souvent, on a eu tendance, au sein de ce qu'on appelle, nous, le secteur art visuel, hein, c'est vrai qu'on a évacué un peu le terme filière à cause de toutes les connotations qui sont évoquées. Donc, dans le secteur des arts visuels, il y a effectivement une grosse part de l'activité, en tout cas en France, hein, qui est portée par des associations, des musées, des centres d'art qui sont souvent subventionnés par des subventions publiques. Donc, c'est tout cet argent public et cette force de la puissance publique aussi en France qui fait vivre cet écosystème. Mais dans l'écosystème, il y a aussi le secteur marchand et il en fait pleinement partie. Et justement, là, dans le rendez-vous qu'on avait hier, par exemple, avec la région, le président de Lillard Galleries était présent, en fait. Et donc, et on a vraiment ce sentiment que finalement, peut-être que la crise aura cet effet-là de se dire que c'est vraiment avec ce travail de collectif, en fait, et qui prend en compte l'ensemble des acteurs que les choses pourront avancer. Et donc, il n'y a pas…
C'est pareil, c'est des questions qu'on se pose, hein, puisque par ailleurs, je suis enseignante aussi à l'École supérieure d'art de Dunkerque-Tourcoing avec Guillaume. Et c'était une vraie question dans l'enseignement qu'on délivre à nos étudiants. Donc, il y a toute cette part de travail autour de la création, hein, qui est vraiment le cœur, mais il y a aussi cette préparation à ce qu'on appelle donc la professionnalisation. Et je pense que c'est pas un gros mot, c'est-à-dire de dire aux étudiants que ce sont des professionnels qui vont avoir, comme le dit Béchir, à construire leur activité, leur réseau en tant qu'indépendant. Hein. L'artiste-auteur est un indépendant et il doit créer sa structuration. Et je sais que moi, j'ai tendance quand même à les inciter à réfléchir à dans quel milieu ils veulent développer leur activité. Est-ce que c'est vraiment dans le secteur des tiers-lieux, enfin voilà, les secteurs alternatifs qui se développent aussi aujourd'hui, ou est-ce que c'est dans le secteur marchand? Et peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, pendant longtemps, on avait une espèce de barrière qui se faisait en disant c'est un artiste de galerie ou c'est un artiste public. Et que aujourd'hui, enfin, je vois Régis qui acquiesce, hein, peut-être qu'aujourd'hui, il faut être moins tranché que ça et accepter finalement qu'il y ait cette pluralité d'activités qui permettent finalement, enfin, l'essentiel, c'est que l'art puisse se développer et que la création puisse être partagée au plus grand nombre. La pluralité, elle est très très saine, et pour être aussi très honnête, quand j'évoquais tout à l'heure la foire Artop de Lille, si je suis très honnête envers moi-même, je trouve que les galeristes qui exposent dans cette foire manquent de tripes. De même pour les artistes, pour la plupart. Et là, je pense que pour cette direction-là, il y a peut-être une remise en question à faire. C'est pour ça que je disais, moi, je serais favorable à justement creuser l'idée que peut-être des structures à but non lucratif qui mettent beaucoup d'énergie, qui font évoluer leurs projets, à l'instar de David avec la Belle Époque ou Eric avec le Bureau d'art et de recherche, pourrait permettre justement de dynamiser, amener un nouveau regard avec des artistes peut-être qui pourraient permettre autre chose. Mais ils ne veulent pas de nous, en fait. Pardon, vas-y David. Ils ne veulent pas de nous, en fait, tout bêtement. Autant pour parler de la foire d'art contemporain de Lille, pendant longtemps, Alain Buise était invité là-bas et j'ai participé au stand pendant plusieurs années. Et on voyait bien que ça posait un problème parce qu'ils arrivent avec des objets à vendre et nous, on arrive avec des objets de partage. Et on sent qu'il y a une dichotomie profonde entre les volontés de chacun, où ils arrivent avec une stratégie, ils imaginent un stand avec une thématique, etc. Et nous, on arrive simplement avec notre travail. Et on travaille tout le temps et on ne veut pas changer notre façon de travailler parce qu'on est dans une foire. On veut simplement être au plus proche de ce qu'on fait ordinairement et le faire partager. Et malheureusement, ça marche plutôt bien. Et du coup, ce genre de foires ne veulent pas de nous, en fait. En tout cas, il y aurait intérêt à développer de l'ouverture de leur côté. Béchir, vous avez été exposé dans des galeries pures et dures, vous, à Paris, à Lille. Ça change quelque chose, la relation entre l'artiste, selon qu'on est au bar, le niveau associatif, ou qu'on est chez Ex-New Square à Lille ou à la Galerie Voltaire. Est-ce que le rapport est différent? Est-ce que l'artiste est différent? Est-ce que l'économie est différente? Oui, ou pas? Non, si, je pense que c'est des logiques, c'est des manières d'aborder l'art qui sont différentes. Mais après, voilà, encore une fois, moi, je privilégie à chaque fois l'humain. Et donc, du coup, vraiment, c'est des rencontres. Si je m'entends bien avec les gens, j'ai envie de travailler avec eux et je sens qu'ils comprennent mon travail, ou en tous les cas, il y a un réel échange. Moi, je suis pour. C'est-à-dire, on peut travailler, comme disait Régis, on peut travailler avec des réseaux qui paraissent au départ complètement différents, des secteurs qui sont complètement différents, mais vraiment, le lien, c'est le travail, quoi. Et voilà, s'il y a un échange, moi, je suis pour. Et effectivement, c'est des logiques qui sont différentes, mais encore une fois, on essaie de tisser un réseau, de tisser du lien et de promouvoir d'une certaine manière sa vision, son travail. Donc on fait, tout simplement. Et
voilà, moi, personnellement, j'ai pas je suis pas un acteur de structure, je suis artiste, quoi. Donc, voilà, j'essaie de promouvoir mon travail, tout simplement. C'est le Et, plus important. et c'est le plus important, pour moi en tous les cas. Les journalistes, les médiateurs, les conservateurs, on en a peu parlé, Éric et peut-être Nathalie. Quelle place ils peuvent prendre par rapport à la crise qu'on vient de vivre, ou quel coup de massue ont-ils reçu pendant ces 2 mois et l'avenir qui est incertain? Oui, je veux bien répondre. Je pense que les structures, il y a déjà une distinction, je pense, entre les petites structures voilà, de type associatif qui ont plus ou moins de salariés ou pas du tout parfois, et puis les grosses structures, notamment labellisées, qui elles, sont accompagnées aussi par les collectivités. Donc, je pense que déjà, il y a cette variation. Et là aussi, je pense que la solidarité est extrêmement importante. Et faire réseau, c'est un peu ça. Hein. Si je prends l'exemple du réseau 50 degrés Nord, le bar est membre du réseau, hein, et au même titre que le FRAC, enfin voilà, ou que d'autres grosses structures. Et l'intérêt, c'est qu'on a vraiment cet espace d'échange et de partage dans lequel on peut voir la diversité des problématiques et essayer ensemble de trouver des solutions qui soient adaptées à chacun. Et je pense que c'est ça qui fait la force du réseau. Et je précise aussi que c'est un réseau transfrontalier, donc d'art contemporain. C'est un des seuls réseaux en France qui a cette dimension transfrontalière. Et on a donc vraiment cette relation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, les membres de la Fédération francophone. Et voilà, et cet échange aussi, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'on est assez proche. Hein, on a quand même une culture commune. Il ne faut pas oublier que le nord de la France a été longtemps la même terre que la terre flamande. Et en même temps, on sent qu'il y a des diversités, des disparités. C'est extrêmement intéressant. Et c'est justement par cette diversité et cette particularité de chacun qu'on peut avancer aussi. Clara parlait de l'importance du regard. Moi, personnellement, je n'ai jamais bougé de la région, mais en même temps, ce croisement avec plein d'autres gens qui viennent d'ailleurs, c'est ça qui fait aussi la richesse, en fait. Et effectivement, je pense que cette ouverture et cette diversité, elle est indispensable. Il ne faut pas... Le risque, voilà, ce serait la normalité, justement. Et là, reste bien aussi ce domaine de la diversité, de la singularité, de la particularité. Et Éric, tu vis ça, toi, au bar, l'accompagnement de plein de structures qui viennent du monde entier, parfois des Chinois tout récemment. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau mondial par rapport à ça? Est-ce que chacun, avec ses cultures, quel rôle a l'artiste au milieu de tout ça? Quelle expérience tu peux nous expliquer, nous raconter? Moi, je voyage peu. Hein. Comme je dis, j'amène le monde à rouler. Tu fais le monde chez toi. Oui, voilà, tu vois, on est un lieu d'art et d'essai, tu vois, il y a une autre définition, tu vois, d'être un lieu d'art et d'essai et d'inviter. Je ne suis pas le commissaire en chef du lieu. Assez souvent, c'est les artistes qui font les commissariats. Ils génèrent des propositions, c'est lié à des discussions, à des échanges. Et, la discussion par rapport au regard de David sur les galeries commerciales, sur les foires d'art contemporain, ton regard? Nous, on n'est jamais allé à Art Up. Je dirais, il faut une équipe. Nous, on est des amateurs au sens plein du terme. Et voilà, il n'y a pas de salariés, il y a simplement un service civique pendant 6 ou 8 mois qui nous accompagne. Et après, tout le geste est fait avec des bénévoles, des stagiaires. Et je dirais, à part une courte période où on a eu un salarié, et ça remonte à Lionel Jospin. Donc voilà, on a pris la décision d'être le plus léger possible et d'y aller avec le désir, l'envie d'être dans cette passion de l'art. Il y a des moments, c'est très stimulant, d'autres fois, c'est plus décourageant. Mais après 20 ans, on est toujours là. Et c'est le moteur du projet. On ne fait pas d'exposition personnelle. On est toujours dans un projet collectif
collectif pour créer des rencontres entre les artistes, les genres, les générations, les écritures. Voilà, personnellement, on a mûri aussi. Je pense que le monde est fait de diversité et qu'il faut rendre aussi lisible pour les publics la diversité des écritures en tant que telle. Et le modèle économique, là, est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce que c'est systématiquement la précarité? Est-ce que c'est systématiquement le subventionnement? Tous les ans, on joue nos subventions. On ne programme pas des expositions en choisissant des pièces, en se disant on va les vendre. Avant tout, c'est l'écoute des artistes, leur désir. Et voilà, c'est un dialogue. Quand on vend, ben, on est très heureux, mais la raison première, c'est pas ça, c'est d'essayer, c'est de tenter de mettre en place. Régis, on l'a accueilli, ben, on a écouté, on a essayé, et je pense qu'on a fait au maximum de ce qu'on pouvait amener, et on est au maximum dans cette logique-là en tant que telle, et de susciter à la fois des partenariats au niveau très local de la ville, mais au travers du réseau aussi, que ce soit là, les artistes, les lieux, c'est un engagement. Et le fait d'aller à Athènes, c'est aussi un engagement. Ici, on ne veut pas de nous, on n'est pas considéré. Ben, allons ailleurs, il y a un espace. Et ça, c'est grâce à Guillaume, hein, c'est avec les artistes. Hein, ce n'est pas l'association qui a décidé. C'est là où on accompagne. Hein, j'avais cette question posée par Éric Jarros de la DRAC. Il faudrait que vous définissiez mieux comment vous accompagnez. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un cadre. C'est le cadre, ça enferme. Je pense que quand on parle d'art, c'est un lieu de liberté, d'art, d'essai. On peut se tromper. Il faut essayer. Guillaume, oui, je voulais juste ajouter, j'ai envie de dire, une chance qu'il y a plusieurs réseaux, hein, parce qu'il suffirait qu'il y ait un seul réseau, qu'il y ait une ou deux personnes qui ne soient pas d'accord avec nous pour qu'on y soit écarté. Donc, une chance que sur cette planète, il y a possibilité de se connecter avec plusieurs réseaux. Et l'occasion, la foire Platforms Project d'Athènes, même dans son contexte-ci, est cette occasion d'aller chercher à se connecter ou à échanger avec d'autres structures à but non lucratif, des structures indépendantes. Ça peut nous permettre de se mettre en contact, en relation avec des galeries privées ou des collectionneurs, et une chance qu'on peut aller voir ailleurs pour faire ça. Cette année, on pouvait estimer entre 15 et 20 000 personnes qui viennent nous visiter sur 4 jours de foire à Athènes. On aurait aimé permettre de parler du travail de Régis que nous avons nouvellement invité, de même que Béchir, Clara Juliane étant une habituée de la foire depuis plusieurs années. On aurait aimé faire ça, et là, il faut le faire maintenant sur Internet. On ne remplacera jamais la relation humaine directe, et on a hâte que ça revienne et que ça se déconfine. Il reste que les relations par le biais de l'éloignement, les visioconférences, etc., peut permettre aux différentes structures qui participent à cette foire d'inviter leur public virtuellement, ce qui peut amener peut-être un croisement de différentes couches de tous ces publics de structures, et qui peut être finalement une visibilité considérable. C'est hypothétique, mais en même temps, j'ai en tête sur le secteur des États-Unis un assistant de professeur de l'Université de Cincinnati qui a lancé sur Instagram une galerie qui s'appelle Social Distance Gallery. Et cette galerie a pour objectif de pallier au manque de visibilité des universités, des écoles d'art qui doivent
dont leur exposition de bachelor ou de master degree, qui sont très importants pour se lancer, pour aller chercher un premier public, eh bien là, cette opportunité se retrouve à néant. Or, avec cette Social Distance Gallery qui, à partir de son lancement vers la bientôt fin, fini, Guillaume, il faut finir, il faut conclure. excuse-moi, vers la fin mars, si je me trompe, a maintenant 18 000 followers et les différents artistes se retrouvent autant des écoles de New York, de Los Angeles, que de petites universités au Wisconsin ou en Arkansas. Donc, il y a des possibilités. Merci à vous. Il est bientôt 13h, donc ça va couper. Merci Guillaume d'avoir initié cette rencontre. Merci David et Eric d'avoir représenté des réseaux différents. Merci Nathalie d'avoir joué le jeu et bravo aux artistes, évidemment, Béchir, Régis, Clara, Guillaume, d'avoir été là et d'avoir été créateurs. L'art n'est pas une idée de luxe, c'est une idée de poésie peut-être pour synthétiser ce que disait David. Merci à vous. Au revoir. Merci. Namaste. Au revoir.